Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce dimanche comme toutes les semaines pour le Swish Brunch, votre petit condensé WNBA devant votre tasse de café. Ce matin, pas de Shai qui profite d'un repos bien mérité. Je suis en compagnie du comparse de toujours, Ghislain. Ça va, Gis? Bah oui, et toi? Oh, très bien, La forme? très bien, très bien. La WNBA continue son bonhomme de chemin et pour notre part, on va comme d'habitude vous en faire un peu le récapitulatif. On a eu quelques beaux matchs, entre autres ce week-end et hier. Je te propose peut-être qu'on revienne sur le classement déjà. Pas de gros chambardements au niveau de la tête. On a toujours Connecticut qui est en tête avec 12 victoires, une défaite. Talonné de près par New York qui a réduit son retard, hein. New York qui donc a 12 victoires et 2 défaites et qui est sur une série de 8 victoires d'affilée. Donc ça c'est quand même à noter, on aura l'occasion d'en reparler. On a ensuite en troisième position Minnesota à 10 victoires, 3 défaites. Seattle 9 victoires, 4 défaites. En cinquième position Las Vegas avec 6 victoires, 6 défaites. Et qui donc est, comme on l'avait dit, dans une période un peu plus intermédiaire, un peu de mal pour le moment, et a perdu hier contre New York entre autres. Phoenix en sixième position avec 6 victoires et 7 défaites, et donc on passe déjà dans les équipes au bilan négatif. Atlanta en septième position, 5 victoires, 6 défaites. En huitième, Chicago ferme la marche pour les playoffs à 4 victoires, 8 défaites. Et ensuite, Los Angeles, 4 victoires, 9 défaites. Indiana, 4 victoires, 10 défaites. Dallas qui chute complètement au classement pour se retrouver à la onzième position avec 3 victoires, 9 défaites. Et Washington qui ne s'arrête plus de gagner puisqu'elles sont sur 2 victoires d'affilée et donc 2 victoires et 12 défaites malgré tout en dernière position. Voilà, je ne sais pas si Dallas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite. Je pense qu'on peut passer assez facilement et assez rapidement à notre équipe de la semaine. Je te laisse annoncer qui nous avons sélectionné comme équipe de la semaine cette semaine. Bah, on a décidé de nommer New York, hein, qui est sur 8 victoires, effectivement, qui a fait des gros matchs en plus, hein, qui a battu Connecticut la semaine, enfin dimanche dernier ou samedi dernier, je ne sais plus exactement, et puis qui a battu Vegas aussi cette nuit. Bon, c'est certes c'est toujours une équipe de thé, mais c'est quand même une belle perf, et puis ça prend forme là. Bon, il y a une joueuse qu'on va parler aussi hein, tout à l'heure, mais ça partage bien la balle. Le banc est relativement un peu utilisé, ça apporte dans tous les sens. Ouais, là, c'est top, quoi. Franchement, si le Sun avait pas baissé un petit peu de régime, je pense que New York prendrait facilement la première place. Bon, le Sun arrive, continue quand même d'être très impressionnant, hein, puisque elles ne perdent pas du tout sur plein d'autres équipes, mais c'est costaud, quoi, New York, ouais, c'est sûr. Ouais. Et on voit que, on avait déjà dit en début de saison hein, qu'on avait vu que le rôle de Courtney Vandersloot avait été un Ah, là, elle est peu pas là en plus. baissé dans l'équipe. Et là, c'est ce que j'allais dire. Là, en plus, avec son absence, c'est très malheureux pour elle, mais ça permet certaines choses et entre autres de donner les clés du camion à d'autres joueuses. Et encore une fois, malheureusement pour Sloot, en fait, ça marche quoi. Là, New York est sur une série de 8 victoires en battant, même si le calendrier a pas été des plus compliqués, là quand même, la victoire face à Vegas, alors un Vegas diminué, on va le répéter, mais ça permet quand même de se rassurer, surtout qu'il y a un passif récent entre les deux équipes et que récemment l'avantage psychologique était clairement côté Las Vegas. Là, ça permet peut-être un peu de se rassurer pour New York et en tout cas, c'était une grosse victoire avec en plus pas trop de contestation en fait. Je pense qu'elles ont mis la main sur la rencontre et elles l'ont plus lâché après quoi. Ah non, non, mais il n'y a pas eu de match. Il y a eu une petite. Vegas a un petit peu existé un moment quand New York a oublié un peu Jonquel Jones et donc a sont revenus un petit peu aussi sur le combat, quoi, sur l'attitude, parce qu'il y a des joueuses de caractère, mais honnêtement le match hier, New York le surdomine totalement dans tous les aspects du jeu. Il n'y a pas eu photo et comme tu disais, peut-être qu'aussi là c'est un peu plus simple en ce moment pour Sandy Brandello parce que l'absence de Courtney Vandersloot change quand même beaucoup de choses puisque du coup il y a plus de débat de savoir si on doit mettre les deux petites ensemble ou pas. Et on voit bien que l'équipe avec Carla Santon, tu sais, ce qu'on avait parlé quand même beaucoup l'année dernière, fonctionne bien parce que
T'as Carla Santon et Betnal Jalaini pour défendre. T'as Sabrina Ionescu qui est certes a un petit peu été ciblée hier par Kelsey Plum, mais une à cacher en fait sur les 5, c'est beaucoup plus facile que deux, notamment dans le même secteur de jeu. Donc ça se goupille bien. Et puis à partir du moment, on l'a vu, hein, où Brianna Stewart prend moins de tirs et qu'on alimente Jonquel Jones, bah, Vegas n'a pas les armes pour la défendre, que ça soit Jay Wilson ou Kaya Stokes. Les deux ont pris le bouillon hier, ont pris totalement le bouillon défensivement. Et donc en plus, quand c'est une Jonquel Jones qui met dedans à 3 points, je crois qu'il a fait 3 sur 4 en plus. Donc bon, bah là, Rayonne à l'extérieur, Rayonne à l'intérieur, il n'y a, y a pas photo, quoi. Donc on verra peut-être que la réintégration de Courtney Vandersloot, ça va être intéressant à suivre quand même, ça. Voir, on l'avait quand même vu moins jouer avec Sabrina Ionescu depuis le début de saison. Les minutes étaient plus partagées. On va voir comment ça va être quand même, parce que est-ce que Sandy Brondello va vraiment la mettre plus en sortie de banc, parce que là, franchement, ça fonctionne parfaitement, quoi. Cette équipe, elle a presque pas de faille. Alors après, elle peut perdre, hein, ça c'est évident, parce que tu peux prendre un soir où tu es moins bien, où tu es moins dans le combat, dans la présence. Mais contrairement à l'année dernière, il n'y a plus de plan euh, clair pour jouer cette équipe. Là, tu peux plus prévoir quelque chose avant, quoi. Elle est très forte partout. Donc ça devient très très compliqué pour les autres équipes, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, Jonquel Jones 4 sur 5 à 3 points hier. Ah oui, voilà, Donc, c'est pas 3 sur 4, c'est 4 sur 5. Oui, bah, c'est encore mieux. ouais, non, non, compliqué. Bah, ça permet peut-être de faire une transition sur notre joueuse de la semaine. On va pas quitter l'équipe, mais je pense que quand tu as une joueuse qui est sur la semaine écoulée, donc à 31,5 points de moyenne, je les avais ici, c'est ça, 31,5 points de moyenne sur la semaine et les deux matchs écoulés, et qu'en plus il y a Wirbon, qu'elle est à 70%, 3,5 sur 5 à 3 points Mm. sur les deux matchs, donc 4 hier et 3 sur le premier, je suppose, tout en étant 83% au lancer. Enfin, c'est extrêmement propre. Oui, on l'a déjà répété plein de fois, mais Jonquel, c'est une joueuse hyper dominante, et quand New York fonctionne et la nourrit comme ça, c'est injouable en fait. Ouais, bah, y a pas d'opposition. Et puis en plus, avec le talent autour, aujourd'hui, j'en ai parlé un petit peu hier soir pendant le match avec certains comptes Twitter, mais euh, il n'y a personne qui peut la défendre en un contre un pratiquement, John Quell. Donc tu es obligé de faire des plans défensifs, tu es obligé d'aider. Et si tu aides avec l'équipe du Liberty et la capacité de tir qu'elles ont, bah, c'est compliqué, quoi. Donc tu es obligé de faire un peu des défenses mixtes, peut-être faire un peu de zone, mais ça devient très très compliqué. Où je trouve qu'elle est impressionnante en plus, c'est que je regardais ça hier soir parce qu'il y a eu des petits débats de comparaison assez absurdes entre John Cole Jones à Jay Wilson, etc. Enfin bon, tu sais, les petits combats éternels des Américains. Mais en plus, ce qui est fort sur John Quell, c'est qu'elle utilise quand même peu le ballon. Elle a que 21% d'usage rate. Donc, pour une joueuse comme ça, c'est assez monstrueux de produire ces stats-là avec très peu d'utilisation du ballon. Et, euh, et Ouais, elle fait ça en 15 tirs, bah hein, ouais, dans bah le, ouais, dans le top 5, ouais. 6 de toutes les joueuses. Donc elle a 35 points. 31 points, je parle sur cette semaine. Derrière, on a Aja Wilson à 28, Brittany Griner à 25, Kalia Copper à 23, Jewel Lloyd à 22. Toutes prennent plus de tirs que Jonquel sur. Voilà. Après, je viens de te donner les pourcentages. Elle est extrêmement efficace sur cette semaine. Donc, Et même depuis le début de c'est. saison, hein, elle est à plus de Ouais. 40% à 3 points avec 5 tirs de moyenne. Elle est à plus de 50% au tir. Défensivement, franchement, c'est revenu là, le monstre qu'elle était au Sun. Je trouvais que l'année dernière, elle avait eu du mal. Là, alors, c'est pas très impressionnant en termes de contre. Par contre, si vous regardez les matchs, c'est presque impossible de lui marquer un panier dessus, quoi. Euh, j'en- je sais pas si les gens ont fait attention sur la stat. Bon, c'est sur le match de la semaine dernière contre Connecticut, mais quand elle a défendu les joueuses de Connecticut avait shooté un 1 sur 16 sur elle. 1 sur 16. Bon, bah, si en plus elle devient hyper impactante en attaque et elle retrouve cette capacité défensive, c'est aussi lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur le line-up de New York, hein, qui est plus équilibré. Donc c'est plus facile pour elle parce qu'il y a moins de trous à combler, notamment sur les deux guards, quoi.
bah, ça devient injouable. Là, il y a un. Enfin, elle va être dans un potentiel MVP hein, si New York finit très haut et qu'elle continue comme Bah, c'est ça. ce que j'allais dire. Est-ce qu'elle est pas en train de construire un petit dossier, surtout avec Brianna Stewart qui statistiquement fait ses points, mais par contre en termes de propreté, c'est pas là du tout. Ouais, mais je trouve que justement, Stewie, au début d'année, elle m'a un peu agacé sur sa quantité de tirs, sur la façon qu'elle prenait des tirs, c'est-à-dire des tirs en première intention, sans mouvement de balle, etc. C'est pour ça que le début de New York était quand même un peu compliqué dans les matchs, même si elle gagnait parce que les adversaires n'étaient pas très forts. Mais là, je trouve que depuis 3-4 matchs, en fait, elle prend beaucoup moins de tirs, elle score moins aussi. Et du coup, elle alimente beaucoup plus Jonquel, enfin même Sabrina, hein, hier, Mais qui ouais, je l'alimente pense qu'elle, plus. elle, Elle a après, compris, quoi, à voilà, mon avis, qu'il je pense fallait. que Brianna Stewart a une bonne attitude Mm. aussi et elle tire pas la couverture à elle et que, entre guillemets, elle voit que Jonquel a la main chaude et elle lui laisse la place. C'est tout à son honneur et ça permet à New York de vachement bien fonctionner. Parce qu'à l'inverse, on se doute bien que si à un moment Jonquel est moins bien ou qu'il y a un plan défensif un peu différent, elle pourra sortir de sa boîte et c'est ce qui rend New York si dangereux cette année, je trouve. Ouais, et puis, Beaucoup moins ouais, prévisible, ouais, c'est ça. Et je pense aussi que du coup, de moins utiliser Stewie comme elles l'ont fait l'année dernière, elle arrivera certainement beaucoup plus fraîche en playoff, c'est clair. ce qui était pas du tout le cas l'année dernière. Il faut pas oublier quand même cette année que en plus, bah, toutes ces joueuses-là, enfin bon, pas Jonquel, mais toutes ces joueuses-là vont aller au JO. Et donc, il n'y a pas de pause, quoi. Mhm. Donc, elles ont aussi intérêt à gérer un petit peu pour la fin de saison, parce que même si les JO risquent d'être quand même, voilà, je pense qu'elles vont pas trop galérer, mais ça fait quand même des matchs dans les pattes, quoi. Donc, à la Ouais, et fin, puis ça t'as des compte, quoi. Oui, déplacements, oui, t'as un bah peu de oui. pression médiatique, Oui, enfin, ouais, puis puis tu te reposes pas mentalement aussi. Il n'y a pas que la fatigue physique, ouais, il y a c'est le côté ça. mental aussi de la chose, quoi. Donc, non, non, là, Ouais, New tout à York, fait. c'est très impressionnant, quoi. Rien à dire. Ouais, super. Je te propose de peut-être passer à nos coups de cœur. Hmm. Qu'est-ce que tu avais comme coup de cœur cette semaine, Gis? Alors moi, je voulais parler d'Angel Reese. Alors, on en a quand même pas mal parlé depuis le début d'année, mais là, ce qu'elle est en train de faire, c'est assez incroyable. Je crois qu'elle est sur 4 ou 5 double-doubles de suite pour une rookie. Elle est en train d'essayer de rattraper le record de Tina Charles. Je crois qu'il lui en manque un pour égaler son record. Bon, ça classe quand même la joueuse euh, dans la catégorie en fait qu'elle est en train de produire en termes de statistiques. Euh, alors, il y a les stats. Elle a encore un peu de déchets au tir. Bon, voilà, c'est pas très surprenant. Mais elle a une capacité au rebond, elle domine le rebond offensif de toute la ligue. Elle est dans les meilleures rebondeuses de la ligue déjà. Et ce qui m'impressionne, c'est le leadership. Ouais. Elle domine, enfin, franchement, elle lead cette équipe, quoi. Je la vois parler à toutes les joueuses, à des joueuses plus expérimentées, à calmer les joueuses quand elles s'énervent. Euh, Franchement, elle est hyper impressionnante. On se doutait que ça allait matcher avec Teaspoon, avec le caractère de l'équipe aussi de Chicago, qui était, tu sais, des joueuses un peu, bah voilà, avec beaucoup de caractère, comme Marina, des choses comme ça. Mais ça matche bien. Elle est très impressionnante. Et bon, tu sais, moi, je l'appréciais beaucoup et je suis pas surpris. Ce qui me surprend, c'est la rapidité dans laquelle elle arrive à impacter. Euh, je m'étais dit, bon, elle va faire des stats, elle va être impressionnante, on va voir le potentiel. Mais là, je trouve que c'est déjà la leader de l'équipe. En tout cas, sur le côté, tu vois, émotionnel. Euh, là, Ouais, mais comme tu dis, dans le plus comme dans le moins, c'est-à-dire que c'est la leader émotionnelle aussi quand elle doit calmer. Alors qu'on aurait pu penser, tu vois, qu'elle aurait le côté energizer et tout ça, ça on sait qu'elle l'a, tu vois, le fighting spirit, mais ce côté de sentir l'ambiance du match et de réussir. Enfin, je trouve que oui, effectivement, elle est impressionnante de maturité à ce niveau-là. le, le, Par rapport à l'image que parfois on s'en fait ou on veut lui faire d'elle en tout cas. le dernier, ouais, bah, tout à fait. Pour ça, tu sais, je m'étais exprimé plein de fois là-dessus. On a voulu faire un vilain, méchant petit canard d'Angel Reese. Et d'ailleurs, depuis qu'il y a pu notre cher Kim Mulkey qui a Voldemort, bizarrement, on entend beaucoup moins de choses autour, hein, tu vois. Il y a pas de secret, quoi. Non, mais c'est une bosseuse, en plus. Dans les déclarations, je trouve qu'elle est parfaite, notamment quand elle a eu des batailles voilà, de terrain, quoi, avec Alyssa Thomas, avec Tina Charles, etc. Il y a eu du combat, même avec Jonquel Jones aussi récemment. Mais je trouve qu'elle est bien dans les déclarations. Et puis, et même dans un match contre Washington, là où Washington a battu Chicago, elle était un peu en difficulté au tir. Elle met 7 points dans le dernier quart-temps. C'est elle qui fait le run pour revenir, pour que Chicago revienne, hein.
C'était pas loin parce qu'il y a eu le lancer franc de Marina Mabré qui a été manqué à la fin, mais c'était pas loin d'aller en prolongation. Et puis, dernière petite chose, elle a fait un match quand même monstrueux face au Sun. Donc, un 20 points d'Irbon à 8 sur 10 au tir contre la raquette du Sun. Enfin, euh, je pense que en termes forward, le Sun a la meilleure raquette possible de la ligue et elle a posé quand même un match euh, assez impressionnant. Non, c'est bon. Moi, j'en ai parlé, on en a, tu sais, discuté jeudi dans le Twitch. Moi, pour le moment, c'est ma rookie de l'année. Et honnêtement, très très largement par rapport à toutes les autres rookies qui font des bons débuts de saison, hein, très clairement. Mais je trouve que dans l'impact dans son équipe, dans la façon, dans le leadership, dans la prise de responsabilité, je la trouve incroyable. Ouais. Ouais, enfin en tout cas les autres grosses candidates, Cameron Brink et Caitlin Clark, hein, pour les citer, font des saisons quand même plutôt impressionnantes à titre individuel, mais pas dans l'impact sur leur Voilà, équipe. Ni l'une ni l'autre d'ailleurs, pour des raisons diverses qu'on va pas, enfin, on va évoqué pas là. évoquer là, mais voilà, alors que comment, Angel, à l'inverse, elle, a un impact sur son équipe, c'est clair. Bah écoute, moi mon coup de cœur c'est aussi à propos de rookies qui ont un impact sur leur équipe, même si là pour le coup enfin, le dossier de rookie de l'année est plus compliqué parce qu'elles auront moins de stats, moins de résultats sportifs et voilà. Mais c'est un couple aîné, un couple de terrain, je vous rassure, on n'est pas dans les Sportif, ouais. gossips, un couple sportif entre Julie Van Loo, donc qui est considérée comme rookie que nous on considère pas comme rookie. Enfin voilà, vous vous doutez bien qu'une rookie de je sais plus quel âge a Ouais, Julie, je sais plus si c'est 29 ou 31, mais 31, je crois même. ouais, même 31 je pense. Euh, donc effectivement voilà. Et avec Ali Edwards, qui elle pour le coup est une vraie rookie, euh, elles sont arrivées avec plus de responsabilités dans l'effectif des Mystics que prévu à la base sans doute, dû à la blessure de Shakira Austin et à celle de Britney Sykes qui du coup redistribue les minutes, que ce soit sur le poste 1 ou sur les postes 4-5. Mais la relation entre les deux, elle est absolument géniale. Elles se trouvent les yeux fermés, elles comprennent l'une l'autre ce qu'elles doivent faire dans un effectif de Washington qui tourne bien quand même, mais qui manque parfois d'impact offensif en fait quand Ariel Atkins n'est plus sur le terrain ou Steph Dolson. Et là, on a une paire qui arrive à créer, il y a du pick and roll, il y a de l'activité, il y a des coupes au panier, il y a énormément de choses. On a l'impression que quand elles se passent la balle, le ballon est aimanté et leur vont directement dans les mains. Je pense que c'est pas un hasard si depuis quelques matchs, Alia Edwards rayonne complètement. Et bon, elle reçoit plus de minutes et c'est clairement une joueuse qui était extrêmement prête. Mais voilà, on sait bien qu'à Washington, il y a en premier lieu une vue sur la prochaine draft, ça c'est clair et évident, mais ça travaille quand même, et dans le travail, ben, c'est intéressant de voir des joueuses comme ça. On ne sait pas si Julie Van Loo fera partie du projet de Washington à long terme, parce qu'avec les européennes, on ne sait jamais trop comment ça peut se passer. Par contre, Yalia Edwards, c'est clairement une des pierres de fondation de l'avenir, et c'est hyper prometteur, et en tout cas cette relation est géniale à voir sur le terrain, quand on aime voilà le basket léché et qui glisse de manière huilée et fluide. Ah, c'est pas très étonnant en plus. Je pense que Washington en plus est l'équipe qui se rapproche le plus du jeu collectif que pouvait avoir Yukon, tu vois, en Mhm. termes de partage de balles, en termes d'exécution, de Ou d'un jeu timing. collectif européen Voilà, pour voilà. Julie. Et donc, Lia Edwards, elle connaît ça. Voilà, elle a été cadrée. Elle est passée à la moulinette Yukon, quoi. Donc, sur l'intelligence de jeu, tu la mettrais dans d'autres, tu vois, dans d'autres équipes qui jouent plus des 1 contre 1, des choses comme ça serait plus compliqué. Mais là, elle Mhm. connaît exactement tout, tout- toutes ces choses-là. Et puis, bon, bah, après, quand tu as une joueuse qui est capable de passer la balle avec la vision de jeu de Julie, bah, forcément, ça se traduit, ça se traduit bien. Et bon, on en avait parlé de toute façon que Julie, ça serait sans doute très bien. On n'avait pas trop de doute. On avait un petit peu peur sur le temps de jeu au début, mais comme tu l'as dit, Britney Sykes, ça a redistribué les cartes. Et puis bon, Alia Edwards, voilà, on savait que c'était la joueuse prête. C'était pas la joueuse peut-être le plus grand talent, encore que, attention quand même, on sait jamais. Dans 5 ans, on en reparlera peut-être. Mais par contre, c'est une joueuse prête, quoi, et qui t'apporte tout de suite, quoi. Dès le deuxième match, voilà, elle a pris du rebond, elle a défendu, elle a mis des points. Je crois qu'elle lead le,
le pourcentage d'adresse au tir sur les rookies. Il me semble, j'ai regardé, il me semble qu'elle est à plus de 52%. Ce qui est pour une rookie, enfin, voilà, c'est la stat qu'on parlait tout à l'heure de Jonquel Jones, quoi. Donc bon, c'est quand même plutôt intéressant, quoi. Et solide. Ouais, bah mais sur des échantillons nettement plus restreints, du coup, t'as juste devant elle, en fait, Celeste Taylor, mais là c'est vraiment Ouais, mais bon, anecdotique, ouais, elle a à 100%. ouais. Camilla Cardozo, qui n'a quand même joué que 6 matchs, et Alissa Pili. Ouais, Mais mais ça se pareil, joue à quelques. Elles sont toutes à ouais, 52%, hein, puis ça se joue au dixième, tu voilà, vois. voilà. Et puis il faudrait voir le nombre de tirs, le nombre de matchs, le nombre de minutes, parce que bon, Alissa C'est Pili ça. aujourd'hui, elle joue très très peu. Alors Non, c'est sûr non. que si elle a pris que 5 tirs dans la saison, bon, tu vois. Non, il y a que Camilla Cardozo, mais déjà c'est que sur 6 matchs, et puis qui est pour le coup là une joueuse qui joue extrêmement proche du Oui, cercle, voilà, on quoi. n'est pas tout à fait dans le même profil qu'Alia Edwards. Donc c'est pas le même profil. Ouais, ouais, C'est tout clair. à fait. Non, mais hyper intéressant. Bon, ben maintenant qu'on a donné un peu de guimauve, on va peut-être être un peu plus acide avec nos coups de gueule de la semaine. Ton coup de gueule de la semaine, Gis, tu vas revenir sur une équipe dont finalement on a très peu parlé depuis le début de saison. Ouais, bah moi je voulais qu'on parle de Dallas. Alors, c'est pas sur l'équipe en tant que telle, parce que donc Dallas est sur 7 défaites de suite. Donc sportivement, ça matche pas. Bon, après, il faut tempérer avec les blessures de Satou Sabali et Natasha Howard. Mais ça, justement, je vais revenir un petit peu après. Donc forcément, c'est sûr que c'est plus compliqué avec des joueuses plus jeunes, avec un scoring plus difficile, hein, parce que si on cumule les deux, l'année dernière, c'est presque 36 points qui manquent là, entre les deux absentes. Donc forcément, c'est important et c'est difficile de combler. Mais mon coup de gueule, moi, il n'est pas envers les joueuses, parce que je trouve que les joueuses se battent pardon, sur le terrain. Le match contre Connecticut hier, bon, elles perdent parce que Connecticut est meilleur, mais en fait, on voit des efforts. Ouais, c'est surtout sur la direction sportive. Et donc, le président des Wings, hein, Greg Bibb, qui, pour moi, fait n'importe quoi depuis l'année dernière, à, à recruter des joueuses, à blinder un secteur intérieur qui était déjà bien plein. Là, on se retrouve avec Stéphanie Suarez qui a été draftée l'année dernière. Il y a eu un move pour elle d'ailleurs, hein, puisque je crois que c'était vous qui l'avez draftée. Ouais, c'est Washington qui la Voilà. draft en quatrième position, je pense, et vous faites. Il y a un échange. Voilà, on se retrouve avec donc Tyra McCowan, Kalani Brown, Stéphanie Suarez, des joueuses qui sont tous sur le même poste, qui font tous plus de 2 mètres, mais qui sont du coup au final pas compatibles. L'année dernière, moi je me suis beaucoup exprimé sur le niveau de jeu des Wings. Alors il y avait du talent individuel, donc elles ont fait des résultats, mais il n'y a rien qui a été construit sportivement dans le jeu. Et là, en fait, bah, ce qu'on se rend compte, c'est que dès qu'il manque un ou deux talents, bah, comme il n'y a rien dans le jeu, bah, ça explose. Et là, j'ai vraiment l'impression que la direction sportive de Dallas est en train de tuer le projet de début de fin de reconstruction pour aller gagner, parce que je rappelle que l'année dernière, elles ont quand même été en demi-finale WNBA en finissant quatrième. Là, l'équipe est 11e, et si l'équipe va à la loterie, bon, j'en ai parlé un petit peu jeudi, tu sais, on en a discuté un peu rapidement, mais pour moi, là, le projet, il est déjà mort. Et donc, je ne sais pas ce que va faire Dallas à terme. Je rappelle que l'année prochaine, Natasha Howard et Satou Sabali seront free agent. Là, l'équipe perd. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse conserver les deux. Il y aura sans doute beaucoup d'offres en plus. Et là, autant te dire et vous dire que si les deux sont plus dans l'effectif l'année prochaine, bah là, c'est repartir de zéro, quoi, totalement. Et j'en veux énormément à cette direction sportive qui, je le rappelle, avait une coach hors norme il y a 2 saisons, Vicky Johnson, qui travaillait énormément et qui produisait des résultats avec une équipe qui n'était du niveau de l'équipe de cette année. Elle n'était pas plus forte, l'équipe qu'avait Vicky Johnson, hein. Non, il n'y Euh, avait pas encore Natasha mais Howard. non, non, non. Satou Sabali a été un peu Bon, elle blessée était aussi, blessée, elle donc avait pratiquement pas joué de la saison. elle a joué, ouais. Voilà, mais par contre, il y avait une utilisation d'Arike Ogumbowale qui était complètement différente. Il y avait une utilisation de Tyra McCowan qui était complètement différente aussi. Et là, en fait, on voit les limites. La petite éclaircie, c'est quand même la bonne saison que fait Maddie Sigrist. Ça, Ouais. c'est quand même un beau, en tout cas offensivement, même si défensivement, elle est un peu plus pénalisée, mais elle fait une belle saison et je pense qu'elle sera dans les votes pour le MIP, même si, bon, les MIP sur les années sophomores, c'est toujours un peu difficile de les juger, mais
c'est positif, ça peut être une pièce sur laquelle construire l'avenir. Mais c'est dommage quand tu as activé un bouton essayer de gagner en faisant venir Natasha Howard pour se retrouver un an plus tard dans cette situation. Et je suis voilà, je comprends pas où va le projet et là j'ai peur que Dallas reparte sur comme depuis 2016 pratiquement sur des années voilà de reconstruction éternelle quoi. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Tout ce que t'as dit, je suis 100% d'accord. J'ai rajouté un point. Euh, Dallas a drafté l'année passée en cinquième position. C'est en cinquième, hein, Lou. Oui, ah oui, Donc, il y a Lou ça Lopez aussi. Ouais. Sénéchal. Ouais. C'est un pick 5. C'est pas une joueuse qui a été draftée en mode on draft une européenne au 25e pick. C'est clair. Elle a été draftée au pick 5. Alors l'année passée, elle a été blessée toute la saison, c'est sûr. Sauf que du coup, tu récupères une fille qui est considérée comme rookie, mais qui en fait l'est qu'à moitié, parce qu'on a vu, elle a fait une saison européenne très intéressante d'ailleurs, où elle est petit à petit rentrée dedans, elle a Et très elle bien est terminé. et je me permets de te couper et elle est âgée en Ouais. plus. Enfin, elle va avoir 26 ans, Lou. C'est pas une jeune joueuse en fait. Non, c'est pas une jeune joueuse qui a déjà une expérience européenne, qui sort de Yukon, même si elle n'y a fait qu'un an, mais en ayant des responsabilités. Donc encore une fois, on sait bien que ce programme prépare très bien au monde professionnel. Et on lui donne 2,7 minutes par match. Elle a joué 9 matchs sur les 12, mais avec des minutes faméliques. Je comprends pas. Je comprends pas parce que c'est pas comme si c'était une joueuse qui avait été draftée par un ancien front office, tu vois, qu'elle faisait pas partie du projet ou quoi. En fait, elle a été draftée l'année passée par le front office qui avait déjà Latricia Trammell comme coach, c'était déjà Greg Bibb comme général manager. Quel est le but? Et encore une fois, elle a été choisie en cinquième position en fait. Si vraiment c'était pas une joueuse qui fitait au projet, il y avait moyen de prendre d'autres filles en fait. L'année passée, la draft elle est très bonne, donc en cinquième position, il y avait encore énormément de choix. Donc c'est quoi la justification pour le dire? Alors s'il y avait encore Satou Sabali, tu vois, Satou Sabali, et qu'en fait on donnait aussi des minutes à d'autres joueuses et tout ça, et qu'en fait elle était tombée dans un effectif trop fort. En fait, si elle jouait ces minutes-là l'année passée, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ben, t'as envie de dire c'est dommage, t'es tombé dans un effectif qui fonctionne super bien et tout ça. Mais là, cette année, en fait, t'as poste 3 titulaire, t'as poste 4 titulaire qui saute, donc tu dois tout réorganiser. Il y a bien moyen de donner des minutes. Alors déjà, tu donnes 39 minutes à Riquet. J'ai envie de dire que sur le poste 2, tu pourrais en donner quelques-unes à Lou et reposer parfois 5 minutes à Riquet, ça ferait pas de mal. Et puis sur le poste 3, tu peux donner des minutes à Lou. Alors, t'as parlé de. Il y a Moni Billings qui fait une bonne saison, il y a Maddie Sigris qui fait une bonne saison, mais de toute façon, ça ne gagne pas. Ok, il y a des stats, hein, il y a presque 15 points, 14 points de Maddy, et moi je suis super content, c'est une joueuse que Mmh. j'apprécie beaucoup. Elle fait une bonne Mais saison, elle. Hein. ouais, tout Et à elle fait, à fait ce titre qu'elle peut. individuel, elle fait une bonne C'est une saison. sophomore. On va pas lui mettre des responsabilités sur le dos, quoi. Non, mais j'ai l'impression que la franchise essaye même pas en fait. Ah ouais, Il y a, il y a pas de plan B en fait. Il y a pas de et plan B. Enfin, il y avait un plan A avec Satou. Il y a pas le plan A est tombé à l'eau. Le plan B, c'est on bourrine à Riquet. Bah ok. hier, Harry Ben qui fait 2 sur 15 au tir. Alors, c'est le Sun en face, hein, ça défend fort. Mais 2 sur 15, Lou joue 5 minutes, fait 2 sur 3, apporte 4 points. Bon, mais ça traduit en fait tout ce que tu dis, je suis d'accord. Hein, bon, ça traduit le fait qu'il n'y a pas de logique, en fait, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de logique. Euh, en plus, dernier point là-dessus sur Lou, quand je veux dire, quand tu perds autant, qu'est-ce qui te coûte d'essayer en fait? ben, c'est ça, Tu vois, exactement. à un moment au début d'année, qu'elle joue pas beaucoup, parce que peut-être qu'ils ont peur un peu sur la défense, enfin tu vois, parce que Loon a 1 milliard de qualité, mais c'est vrai que c'est Ouais, pas ouais, la ouais. plus grande en défense de l'histoire. Peut-être que, mais au bout d'un moment, quand tu es sur les matchs où tu enchaînes les défaites là, et que tu te retrouves à te rapprocher de la loterie, mais qu'est-ce que ça coûte de la mettre moi, encore une fois, je lui demande pas qu'elle joue 30 minutes, hein, mais hier, il y a Jessie Sheldon qui joue 22 minutes. Euh, Tu peux peut-être sur un match ou sur 2 matchs lui donner 15-20 minutes et voir ce que ça donne. Et si ça marche pas, Exactement. bah, ça marche pas. Mais là, en fait, on peut pas la juger, Lou, puisque elle joue Ah ben pas. non. Donc, Mhm. alors, depuis 2 matchs, elle a joué quand même hier. Elle a joué 5 minutes. Elle avait joué un petit peu plus aussi sur le dernier match. Je, je vais attendre. Est-ce que justement, c'est pas un petit peu il y a Uzun qui joue un petit peu moins sur les 2 derniers matchs, qui est un petit peu plus en difficulté que le bon début de saison qu'elle avait fait. Peut-être que on va peut-être voir quelque chose, mais
Mais bon, après, c'est pareil, Lou, c'est une joueuse de collectif. Comme tu l'as dit, elle a joué à Yukon. Il faut que la balle circule. Si Harry Kay, elle monopolise la balle 20 secondes sur 24, en fait, Lou, elle s'exploite. Enfin, voilà, tu l'exploiteras pas dans un jeu comme ça, quoi. Donc, il faut qu'il y ait du jeu qui soit créé, quoi. Ou alors, ils sont déjà passés en mode tanking, quoi. Mais là, C'est ce qu'on discutait jeudi, mais on était tous d'accord pour dire que c'était un peu tôt, quoi. moi, La question, elle se pose après les JO, elle se pose pas moi, maintenant ce qui pour me moi. fait peur, c'est que va faire Satou Sabali si cette équipe perd, je sais pas, moi, gagne moins de 5 matchs cette année, quoi. Enfin, 5 matchs peut-être pas, mais moins de 10 matchs cette année. Est-ce qu'elle va pas avoir envie de partir, quoi? Parce Bah, que, elle va signer à New York avec sa sœur, ouais, où il y a Golden, je rappelle ou, qu'il y a les Valkyries qui ou à vont venir. Vegas, où il y a les Valkyries qui vont Ouais, arriver, ou et, ouais, et, ouais, non, mais c'est sûr. et elle va être convoitée, hein, Satou, hein, c'est sûr. Bah Et, oui. et donc, du coup, l'année dernière, elle était restricted, donc Dallas pouvait s'aligner sans problème. Elle a fait le choix de prolonger qu'un an l'année dernière. Moi, Ah, c'est pas anodin, hein. ça me fait peur. Et si ça tout part, mais il n'y a plus de projet en fait, hein. C'est fini quoi. Donc Ouais, bon. exactement. Ouais, gros, enfin, coup de gueule vraiment contre la direction, hein, pas contre l'équipe parce que je les trouve valeureuses les filles. Franchement, sur le terrain, elles se battent et elles essayent, mais c'est Ouais, simplement pas assez fort et il n'y a pas assez de collectif quoi. ouais, exactement. Moi, pour mon coup de gueule, et je pense que tu t'y joins aussi, hein, Gis, on en a parlé un peu hier, je fais le coup de gueule sur un article. Alors, je l'ai pas pris ici, donc je ne saurais plus dire le. Attends, je vais retrouver ça tout de suite. Un article qui est sorti hier et qui après a été relayé d'ailleurs aussi par Basket Europe, donc qui est quand même pas mal suivi dans la francophonie, à propos de la potentielle perte financière que devrait avoir la WNBA cette année. Je reprends l'article pour ne pas dire de bêtises. C'est un article de Newsweek à la base qui dit que donc il est attendu que la WNBA perde 50 millions cette année malgré la popularité. Et au-delà du fait que ce soit factuel ou pas, en fait, au final, on n'est pas dans les comptes et donc on n'en sait rien. Moi, c'est la manière dont est tourné l'article qui me dérange profondément. Parce que donc, ça indique que la WNBA devrait perdre 50 millions cette année. On sait depuis la lettre de Shinobu Mike il y a quelques mois maintenant, semaines, que la WNBA a eu des rentrées qui n'ont fait qu'augmenter. Donc les derniers chiffres officiels qu'on avait dataient de 2018 où on savait que la WNBA avait fait 60 millions de rentrées et avait 10 millions de pertes. Donc vous faites le calcul, il y a en gros eu 70 millions de frais, en gros. Et on sait que l'année suivante, les rentrées étaient déjà de 100 millions, et depuis l'année passée ou il y a 2 ans, on était à 200 millions de revenus. Donc ça veut dire que les revenus, ils sont vraiment en augmentation énorme. Et donc, il y a aujourd'hui cette histoire qui arrive et qui dit qu'il y a 50 millions de pertes, mais au-delà de ça, il n'y a rien qui rentre dans les éventuelles raisons. Je vais pas m'étendre, j'ai fait un trait sur Twitter, tu t'es aussi exprimé là-dessus, sur le fait que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, le fait aussi qu'il y a sans doute en fait juste des investissements qui sont consentis par la Ligue pour développer le business, c'est juste normal pour un business jeune et en développement. On sait aussi que de toute façon, les revenus vont encore continuer à augmenter, il y a un nouveau deal télé qui doit être négocié. Donc voilà. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est la manière dont cet article est tourné, avec juste un titre, que ce soit de l'article de base ou la manière dont il est relayé par Basket Europe d'ailleurs, juste un titre qui balance la WNBA va perdre 50 millions. Point. Il n'y a rien de contextuel. Moi, je me pose juste une question sur le timing. La dernière fois qu'on a eu des chiffres sur les bilans financiers de la Ligue, c'est en 2018. Et en 2019, il fallait négocier le nouveau CBA. Et là, comme par hasard, on a de nouveau des chiffres officiels, en tout cas qui nous sont donnés sur le bilan de la Ligue, en 2024, quand on sait que 2025 va être l'année de négociation du prochain CBA. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la 1. Qu'on ne me dise pas que ces informations-là qui leak ne sont pas des pions qui sont sortis dans le cadre des négociations qu'il va y avoir entre l'association des joueuses et entre la WNBA et donc indirectement l'assemblée des propriétaires. Ça fait partie du jeu, c'est normal en fait, chacun sort ses cartes. Euh, L'article de Chinet est à l'inverse une carte sortie plutôt côté association des joueuses. C'est normal, c'est le jeu, c'est comme ça. Oui, bah oui. Moi, le problème que j'ai avec l'article, c'est que quand il y a un travail journalistique qui n'est pas fait, en fait, quand il y a une information qui est balancée et qui sert juste à servir les plats aux gens qui ont fait leaker des infos sans mise en contexte, sans travail journalistique derrière, la seule chose, c'est qu'il y a tout un tas de gens
dans le public, on sait déjà qu'il y a des gens qui sont juste hostiles à la ligue par simple sexisme en fait, hein, sans réflexion et sans mise en perspective, et qui vont juste dire oh ouais la ligue perd de l'argent. Dans l'article il est dit que la ligue perd de l'argent tous les ans. Je me permets de mettre ça en doute. Quand on a une année 2018 où on perd 10 millions sur 60 de revenus, donc je répète, ça veut dire que t'avais 70 millions de dépenses, c'est factuel. Que l'année d'après, tu as 100 millions de dépenses, si tu perds toujours de l'argent, c'est que tu as augmenté tes dépenses. Or, les dépenses, bah, je veux bien le prix de l'électricité, Les mais il y a un frais moment, fixes, ouais. Ouais. elles augmentent pas structurellement comme ça. Donc ça veut dire que si les dépenses ont augmenté, ce qui est tout à fait possible, ça veut dire que la Ligue, elle a juste investi dans des trucs. Et quand on voit comment la Ligue s'est développée sur les 5 dernières années, c'est évident que la Ligue a réinvesti son bénéfice en fait. C'est normal, un business jeune, il faut remettre de l'argent dans la machine pour permettre de le développer. Et c'est comme ça que la Ligue est passée de 60 millions à 100 millions, 200 millions. Et avec le futur deal télé, je sais pas combien on arrivera, mais fatalement on va augmenter. Et donc je trouve qu'il y avait cet article m'a vraiment déplu dans la manière dont il sort et dont il ne met absolument rien en perspective. Moi, je pense que c'est tout à fait possible que la Ligue soit cette année-ci dans le rouge. Je pense que par exemple les vols charters qui étaient pas, on sait bien qu'ils n'étaient pas prévus, ils ont été rajoutés cette année sur vu la pression des joueuses. D'ailleurs, 50 millions, c'était pas le coût des vols charters. Non, Je me demande si on elle n'avait pas avait eu parlé de 25 millions. Bon, 25 après, millions. c'est des chiffres comme ça qui sont donnés. Mais On n'a voilà, pas qu'on n'a pas. Mais je veux l'exactitude. dire par là, On n'est pas dans le mais c'est de cet bilan. On ordre-là. n'est pas dans le Ouais, mais bilan de tu vois, résultats de la Ligue, quoi. les vols charters, c'est quand même pas 200 000 euros, tu vois ce que je Ah veux oui, dire. non, mais c'est sûr. Donc fatalement, si tu as une dépense comme ça qui n'était pas prévue parce qu'elle a été rajoutée cette année sous la pression des joueuses et tout ça, ben voilà. Mais on se doute bien qu'avec l'augmentation, en fait, la ligue, on voit bien qu'elle est capable de l'encaisser. Je pense qu'il n'y a aucun souci. T'as tous les organismes de crédit te suivent. Euh, il y a une expansion, on a vu le nombre de candidats qu'il y avait qui se bousculent à la porte. Je pense que si ça sentait pas bon au niveau de la profitabilité, de la rentabilité de la ligue, ben les gars sauteraient pas dessus quoi. Donc je trouve ce genre d'article presque malhonnête d'un point de vue intellectuel et travail journalistique. Et voilà, ça m'a vraiment dérangé parce que ça met une mauvaise lumière, pas de la bonne façon, et sans donner les clés aux gens qui suivent ça peut-être d'un peu plus loin et qui vont juste retenir ouais bah la WNBA de toute façon c'est nul, personne regarde, d'ailleurs ils perdent de l'argent. Non, mais ça m'a fait sortir mes gonds, moi, hier. Alors, forcément, quand c'est à chaud, hein, quand on voit la réaction, des fois, on emploie des mots ou des termes qui. Voilà, on en a beaucoup discuté hier entre nous. Non, mais moi, ce qui me gêne aussi, c'est la façon où est tournée la fin de l'article, notamment sur Basket Europe. Hein, c'est pas... J'ai pas lu, moi, l'article anglais de base. J'ai vu celui-là de Basket Europe. Euh, Mhm. c'est en plus la fin en disant bon, la NBA va négocier des milliards de droits télé, donc vous inquiétez pas, en gros, ça va sauver la WNBA. Et ça, j'ai horreur de ça en fait. Cette façon de tourner le basket masculin va sauver le basket féminin. J'ai fait plusieurs tweets moi là, hier en fait où ça fait des années hein, que j'aimerais moi personnellement que la WNBA sorte du giron de la NBA. Je trouve qu'en plus il y a plein de choses qui sont défendues par cette ligue qui sont en désaccord avec ce qui peut se passer aussi côté NBA. Je pense en plus que la NBA, quand la W va vraiment complètement exploser, va être le premier à surfer sur la vague en disant ah vous voyez on les a aidés etc. Alors qu'en fait j'ai plutôt l'impression qu'il y a beaucoup de bâtons dans les Ouais. roues Mhm. et je voilà je comprends pas en fait tout ce bazar là et comme tu l'as dit s'il y avait là on parle de salaire peut-être multiplié par 3 par 4 dans le nouveau CBA, on parle d'investissement l'année dernière à hauteur de 75 millions qui vient du privé dans la ligue, qui est, je rappelle, le plus gros investissement sur une année fait pour une ligue sportive féminine aux États-Unis. Bon, si la ligue se portait mal, là on parle de gros investisseurs, on parle de Joe Lacob qui arrive des Warriors. Le gars, c'est un multimilliardaire. Vous inquiétez pas, s'il met de l'argent, s'il attaque la ligue pour rentrer dans la ligue, il met juste 50 millions sur la table. C'est qu'il voit le potentiel en fait. Et comme Ouais, c'est pas par pur philanthropisme mais non non, plus, hein. et comme tu le disais très justement là à l'instant, il y a un côté, il y a un côté investissement et c'est sûr que la ligue, quand on multiplie, mais comme dans n'importe quelle entreprise, hein, quand on multiplie ses revenus par 3 ou par 4, on doit investir pour développer le projet. On doit embaucher des gens, on doit
promouvoir le produit beaucoup plus. Je repense à un truc très simple, l'appli WNBA, elle a évolué ces dernières années. Bah, tout ça, ça a des coûts. Il faut, tu vois, il faut augmenter le produit. Les vols charter, tu as raison. Le vol charter, ça va améliorer le produit. Ça va améliorer la Eh oui. qualité des matchs, puisque les joueuses vont être dans des cadres beaucoup plus sereins pour travailler, de repos plus important. Donc tout ça, forcément, c'est de l'investissement. Alors peut-être que sur une année, encore une fois, et personne n'a les chiffres, hein, donc on fait des hypothèses, mais peut-être que Ouais, il y a 2 sources anonymes oui, hein, dans voilà. le Donc, dans non, l'article mais en fait. voilà. Et puis, on sait pas, comme tu dis, ça peut être aussi des mouvements de négociation pour le futur. Bon, bref. Mais c'est pas grave, en fait. Même si elles perdent de l'argent cette année, en fait, il faut lisser ça sur plusieurs années. Parce que si derrière les investissements que tu fais là, c'est pour gagner 10 fois plus de revenus dans 5 ans, bah, il faut les faire, les investissements. Donc, Ben oui. donc, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et comme tu dis, à mon avis, c'est un objet de négociation pour le futur CBA. Et c'est aussi donner du grain à moudre pour toute une partie de gens qui sont, bah voilà, qui critiquent tout le temps, qui racontent n'importe quoi autour de la ligue. Et tu vois, effectivement, c'est détestable. Et ça, on m'enlèvera pas de l'idée que, tu vois, c'est aussi encore un peu de l'ex-patriarcat, quoi. Tu vois, derrière tout ça, quoi. Bon, c'est clair. C'est clair. Et Et bon, c'est nul, quoi. C'est nul. ouais, pour rebondir juste sur ce que tu disais par rapport à la NBA et ce fameux deal télé, je rappelle que les audiences NBA, elles ont plutôt tendance à stagner qu'à être en augmentation. Donc en fait, Adam Silver a dit il y a quelques jours, quelques semaines, que c'était plus intéressant de négocier le deal télé de manière commune entre la NBA C'est et la bizarre. WNBA. Je pense que au contraire, actuellement, on a beaucoup dit que la NBA donnait de l'argent à la WNBA, et c'est sûr que par exemple, si la WNBA volait de ses propres ailes, elle investirait moins, parce que là, elle peut se C'est sûr. permettre d'investir l'entièreté de ses bénéfices, parce qu'en fait, la WNBA n'est pas une entreprise en tant que telle, elle n'est qu'un département de l'entreprise qui concerne la NBA et la WNBA, donc le calcul est pas le même. Si la WNBA était seule, elle aurait moins de pertes parce qu'elle serait obligée de fonctionner toute seule et donc elle investirait mais moins. Mais elle se développerait moins vite du coup. C'est logique. Ah, Ça c'est c'est tout à logique, fait ouais. logique. Par contre, venir dire que en fait la NBA négocie un super deal télé énorme, oui mais le deal télé, je pense que si on continue à avoir une augmentation et une croissance au niveau du deal télé, c'est aussi parce qu'il y a des gens dans le deal qui perçoivent le potentiel d'expansion de la visibilité de la W comme variable d'ajustement, parce que les audiences de la NBA ont tendance à, je dis pas je pense pas qu'elles baissent, mais elles ont plutôt tendance à stagner qu'à augmenter. Donc la variable d'ajustement parce qu'on ne parle pas de l'année prochaine, on parle pour les 5, 10, 15 prochaines années, la WNBA en fait partie. Et là, pour le coup, moi j'ai peur qu'à terme, en fait, la NBA, comme elle l'a souvent été, devienne plus un frein qu'autre chose pour la W, en fait. Hmm. Bah, on verra, mais peut-être que de toute façon, au bout d'un moment, il y aura une envie tu vois, d'être autonome. On va Hmm. le voir. Tu as raison, hein, sur les investissements, ils ont profité et ils profitent encore. Par contre, je rappelle juste quand même un point. Cette année, la WNBA a fait plus de vues à la télé que certains matchs NBA. Ouais, La ouais. réalité, on en est là, en fait. Aujourd'hui, des matchs NBA ont des taux d'audience supérieurs à ceux des matchs WNBA, pardon, ont des taux d'audience supérieurs à certains matchs de la NBA, quoi. Donc, et avec en plus un côté marketing beaucoup moins important aujourd'hui. Tu vois, le marché NBA, il est mondialisé aujourd'hui. Le marché WNBA, il est très loin d'être mondialisé, hein. Donc, je pense que dans quelques années, on reparlera de ce sujet, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, ben voilà, c'était notre note un peu salée pour terminer ce brunch. Bah écoute, je pense on va s'arrêter là. Merci Gis. On vous retrouve comme d'habitude toute la semaine. Commencez par demain, ne pas oublier votre équipe de Fantasy League de SSFL. Et puis pour la suite du programme, vous le connaissez, le jeudi soir en live sur Twitch et le dimanche, on vous retrouve pour faire le bilan de la semaine sur ce Switch Brunch. Bon dimanche à tous. Salut Gis. Ciao.